Nous sommes en fait une espèce de plateforme d'engagement citoyen qui est lobbyiste pour ce quartier. Là, j'en montre un peu un organigramme. On fait différents projets. Je vais montrer des photos. On fait un repas d'habitants une fois par semaine. On fait des tours en vélo. On organise des manifestations culturelles. On a montré du cinéma muet. On organise ce gros réseau d'aide sociale, d'aide scolaire. Aujourd'hui, un orchestre d'enfants s'est créé avec des enfants très très différents. Donc il y a des activités très très différentes les unes des autres. C'est une association qui a environ 220 membres, beaucoup d'habitants du quartier, mais aussi d'autres personnes. Et on emploie beaucoup de gens qui sont sur le deuxième marché de l'emploi, c'est-à-dire le secteur aidé du marché du travail. Bon, ça a été créé à l'origine justement pour revitaliser cette maison commune. C'est la maison qu'on voit sur la photo là, avec les fenêtres un peu en forme d'œil de bœuf, qui était vide. C'était une maison qui avait été construite pour que les habitants de ce quartier puissent fêter leurs fêtes privées. À ce moment-là, l'Allemagne avait beaucoup d'argent. Quand on construisait du logement social, on construisait aussi ce genre d'équipement en plus, et c'était quasiment vide. Et on se l'est approprié, et tout a commencé en fait dans cet endroit. Donc je voulais simplement vous montrer quelques images qui montrent des différentes activités. Le repas d'habitants, une habitante qui tous les mercredis, c'est toujours des personnes différentes qui font la cuisine. Ils sont aidés évidemment par des gens du deuxième marché de l'emploi qui viennent les soutenir. Mais ils annoncent tout ce qui se passe dans le quartier, une tradition orale très importante, parce qu'on s'est aperçu que la communication par écrit ne servait quasiment à rien, et que l'oral était la seule méthode de vraie communication efficace. Là je vous montre une image un peu rigolote de ce repas d'habitants, pour montrer que, par exemple, un acteur comme la police, on voit quelqu'un du commissariat, vient manger toutes les semaines. Le travail avec la police et le fait qu'on ait réconcilié des acteurs, comme les acteurs du travail social avec les jeunes, et la police, ça a été un grand moment, ça. Un grand moment de réconciliation, où on a absolument voulu que l'acteur commissariat fasse partie prenante de cette dynamique. Et le commissariat a un travail très important de prévention. On va le voir un petit peu plus loin, je vais montrer une autre image, et j'en reparlerai. On fête des fêtes religieuses très différentes. Là, c'est un moment de la rupture du jeûne, du repas du Ramadan, donc quelqu'un qui dit la prière traditionnelle. Mais on a fait aussi la nuit des trois religions, avec Lior Barami qui va être, je ne sais pas si on dit une ordination pour un rabbin, j'en sais rien, qui va être ordonné rabbin l'année prochaine, et qui avait fait donc Havdalah, la fête que l'on fait à la fin du Shabbat. On a fait de la culture, des films, des expositions, des manifestations, mais aussi, par exemple, tous les dimanches de Pâques, on cache les œufs de Pâques, et je peux vous dire, pour l'interculturalité et l'interreligiosité, l'œuf de Pâques, c'est quelque chose, ça plaît à tout le monde et à tous les enfants. Là où on reparle de la police, il y a un petit projet du commissariat qui s'appelle Vélo Ménal, et l'un des commissaires de police apprend à des femmes d'origine turque et d'origine libanaise à faire du vélo, et organise des tours en vélo, comme celui-là, avec des vélos que la police recycle et nous met à disposition. Donc il y a vraiment quelque chose, un tissu qui s'est fait au cours du temps et qui est important. On essaye évidemment de promouvoir la tolérance sociale par d'autres choses. On s'en va par exemple à la campagne une fois par an avec des enfants qui partent sinon jamais en vacances. C'est un petit peu la colonie de vacances. Ou alors, lors du tournoi de football organisé le 1er mai contre les violences urbaines pour que les enfants aient pas acheté des pierres, des pavés au moment du 1er mai, on organise un tournoi de foot, toujours avec la police, dans un de ces centres sociaux, où nous faisons des crêpes, et je pense qu'il y a encore un doctorat à écrire sur le rôle de la crêpe au Nutella dans la tolérance sociale, parce que ça a un grand succès. Et on a eu de la chance de rencontrer une femme qui a monté un orchestre, qui montre un orchestre de jeunes, qui a eu la chance, cet orchestre, il y a 2 jours, de jouer devant la chancelière. Donc une promotion aussi pour les enfants, quelque chose d'excessivement valorisant. C'était il y a 2 jours dans une école. Autre chose, la tolérance sociale, c'est aussi promouvoir l'intégration du handicap dans la quotidienneté. Et on fait travailler un jeune homme qui a le pull gris avec la barre jaune, qui n'entend pas et qui ne parle pas, qui est d'origine égyptienne, et qui travaille avec nous ensemble, qui joue aux échecs avec les enfants. Là, ils étaient en train de jouer aux petits chevaux. Et les enfants apprennent le langage des signes dans notre bureau avec Ahmed qui leur apprend. Et ça aussi, ça fait partie de cette tolérance sociale. On essaye de mélanger et de faire venir des tas de gens différents, suivant le principe, si tu ne vas pas à la tolérance sociale viendra à toi. C'est un petit peu ce qui se passe. Et
Notre organe de communication, c'est un journal de quartier que l'on fait, qu'on distribue à 10-15 000 exemplaires, mais comme je l'ai dit, je ne crois plus beaucoup au support papier. Le support, c'est surtout le téléphone, avec une personne que nous avons, qui nous aide énormément, et qui téléphone toute la journée pour rappeler les rendez-vous, pour appeler les parents, pour appeler les enfants, pour que la communication se fasse. Le réseau d'aide scolaire, c'est donc le cœur de tout cela. Et là, je montre, je pense que ce serait très présomptueux de dire qu'on a inventé quelque chose. On n'a pas inventé quelque chose, mais je pense que si dans toutes ces années, j'ai eu une idée, c'est une idée qui vient d'une idée d'urbanisme. Nous avons ancré un projet social dans une dimension spatiale. Notre réseau de bénévoles, il a de l'impact. Et il a un pouvoir, et il fait quelque chose, parce que tous les bénévoles que nous avons travaillent avec des enfants et des jeunes qui habitent ce quartier, uniquement. Là, on voit le périmètre. Ce que vous voyez, les petits points bleus, les petits points rouges, c'est les endroits où les enfants habitent, et verts, ce sont les pièces où l'endroit de l'aide scolaire a lieu. C'est les différents lieux qu'on nous met à disposition. Et cette concentration socio-spatiale sur un quartier, c'est le cœur de la chose, c'est le réacteur, et c'est la clé du succès. C'est-à-dire qu'on se comporte de manière conforme à la façon dont pensent les gens qui habitent ce quartier. Ils ont une dynamique de village. Les gens ne déménagent pas. On vit avec sa famille, on vit avec son clan. Et donc, si l'acteur se comporte de la même façon, de façon congruente, à ce moment-là, la dynamique se fait et il y a quelque chose qui se tisse. Les projets de ce genre, d'habitude, se plaignent énormément d'avoir du mal à pouvoir parler aux familles ou pouvoir avoir l'accès au contact vers les familles. Nous, on a une liste d'attente de 45 à 50 personnes, 50 enfants qui attendent tout le temps une place sans faire aucune publicité. C'est le bouche à oreille, qui fonctionne. Quel est le but principal de tout cela? Envelopper dans un projet d'aide scolaire où on vend aux parents lire, écrire, compter, mais on fait complètement autre chose. Qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants chez nous? Ils apprennent le savoir-vivre ensemble, ils apprennent le savoir-vivre tout court, bonjour, au revoir, merci. Ils apprennent à rencontrer l'autre, ils apprennent à tisser du lien social dans les deux sens, ils apprennent avec ces bénévoles qui sont tous différents les uns des autres. Là, je montre un peu une photo de tous ces bénévoles, c'est à peu près que la moitié de la troupe, donc des hommes, des femmes, jeunes, vieux, migrants, pas migrants, allemands, étrangers, portugais, espagnols, israéliens, venant vraiment de tous les horizons. Et on mélange tous ces gens avec les enfants qui, eux, vivent finalement dans des monocultures, dans leur monoculture d'origine, et ne sont pas du tout dans une dynamique d'échange si on ne leur montre pas. Ce que les jeunes, les parents, mais aussi les bénévoles apprennent chez nous, c'est la confiance et la clarté du travail que l'on fait. Je pense que s'il y a quelque chose qui est le moteur de tout cela, c'est que les parents ont confiance en nous, ont confiance à confier leurs enfants à des bénévoles, à des gens qu'ils ne connaissent pas, tout simplement parce qu'ils savent qu'on contrôle énormément. Je contrôle beaucoup, c'est énormément. Et que la dynamique de travail, les parents sont contents d'avoir un acteur qui, contrairement à l'école, est un acteur beaucoup plus clair dans ses attentes et dans la formulation du travail. L'école allemande a un peu trop tendance à considérer les enfants dès le primaire comme des petits étudiants en puissance. Et ça ne fonctionne absolument pas avec des familles qui n'ont pas la dynamique de l'apprentissage et qui ont elles-mêmes du mal à structurer leur temps et à structurer l'espace. Là, ça ne fonctionne pas. Et ce projet d'aide scolaire, c'est en fait un petit peu un coach que l'on met à disposition des enfants et qui leur permet d'apprendre ces choses-là, d'apprendre à structurer leur temps, d'apprendre à travailler tous les jours, d'apprendre à venir, d'apprendre à gérer ses cahiers. Ça leur donne confiance en eux parce qu'ils acquièrent avec cela une culture de l'effort qui n'est sinon pas forcément préhensible du côté de l'école et pas forcément visible. Ce système permet aussi, c'est un petit peu un système de signaux faibles, il permet aussi de protéger les enfants contre le prosélytisme et les dérives islamistes. Ça, c'est quelque chose dans ce quartier qui est très important, les dérives islamistes, et on est un petit peu quelque chose, on est un petit peu une caisse de résonance. On sent venir les choses, s'il y a la mosquée ceci, ou le prédicateur cela, qui commence à aller dans un sens, dans un autre. Rien qu'une notion de dialogue, que les enfants et les jeunes, surtout les jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans, par ce système-là, ils ont enfin, comme interlocuteur, rien que pour eux, parfois ils viennent de familles très très importantes où il y a 5, 6, 7 enfants, ils ont 1 ou 2 fois par semaine, régulièrement, pour eux, un adulte qui n'est là que pour eux et qui n'entend qu'eux, et avec lequel ils ont un dialogue.
Et ça, c'est très important. Ça permet de parler de tout et de rien. On parle de religion, d'école, d'instruction, mais aussi de sexualité. On parle de tous les thèmes qui ne sont pas abordables dans les familles et qui ne sont pas forcément abordés dans d'autres cadres. Et ça, je pense que c'est très important. Et ça permet d'encourager cette tolérance sociale à double sens, parce que les bénévoles qui viennent faire ça, ils découvrent un aspect de l'Allemagne totalement différent. Par exemple, voilà, Özgür, c'est l'un de nos seuls bénévoles d'origine turque. On en a très peu, ça aussi c'est quelque chose qui est aussi faux. Il ne faut pas croire que les populations migrantes sont plus tolérantes, plus ouvertes, ont plus envie de la tolérance sociale que les populations autochtones, ça c'est faux. Et il est très difficile d'acquérir des gens de la classe moyenne d'origine turque ou d'origine arabe pour venir aider des populations d'origine turque et d'origine arabe qui ont beaucoup moins, un niveau d'instruction bien moins important. Oh, ça tombe plus. Voilà, un autre groupe. J'ai montré volontairement 2 hommes, parce que d'habitude, ces projets-là, on voit toujours des femmes plutôt qui ont plus de 50 ans, c'est toujours des projets avec des gens qui sont à la retraite. Là, on a des gens du monde du travail. On a des gens du monde du travail et on a des hommes qui viennent aussi faire cela. Et c'est très simple, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Beaucoup de personnes nous disent, mais pourquoi est-ce que les gens viennent? Quel est leur intérêt? D'abord, l'engagement pour la société, ça vient du protestantisme, cet engagement citoyen est beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France. On a très souvent l'impression, avec tous ces projets de community organizing, que ce sont des choses qui viennent des États-Unis. C'est faux. C'est venu de l'Allemagne, et il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, le plus grand groupe de migrants qui sont partis aux États-Unis étaient des migrants germanophones, qui venaient et de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc ce côté vouloir s'engager pour le bien commun, vouloir faire de l'engagement citoyen, vouloir monter des projets pour la communauté, ça vient d'Allemagne, c'est parti aux États-Unis et ça revient aujourd'hui des États-Unis. Mais c'est la même culture qui est finalement là. Ne pas oublier que ce sont quand même les frères Fugger à Augsbourg qui ont inventé, entre guillemets, le logement social au XVe siècle, au tournant du XVe et du XVIe siècle. Donc il y a une culture qui est là et qui est très importante.